Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique, numéro spécial Club de la presse, dans lequel il sera question de la place des élus locaux dans la gestion de la crise sanitaire, économique et sociale, ainsi que des rapports de force à logiquement 5 mois des élections régionales et départementales. Pour en parler, nous avons invité sur ce plateau Baptiste Bise, responsable départemental de la rédaction de la Nouvelle République et Centre Presse dans la Vienne. Bonjour Baptiste. Bonjour. Arnaud Varane, rédacteur en chef de 7 à Poitiers. Bonjour Arnaud. Bonjour. Laïd Beritane, rédacteur en chef adjoint à France 3 à Poitou-Charentes. Bonjour Laïd. Bonjour Jérôme. Et enfin en duplex, notre studio d'Angoulême, Ismaël Karoum, rédacteur en chef adjoint chez nos confrères de la Charente Libre. Bonjour Ismaël. On commence bien sûr par la situation sanitaire, messieurs, avec cette question. Les élus locaux sont-ils à la hauteur de cette crise? Arnaud Varane, pour vous, c'est plutôt non, on ne les voit pas trop, vous dites. Donc les élus aimeraient bien être à la hauteur, mais quand ils sont force de proposition, qui proposent par exemple des centres de vaccination, on leur dit n'allez pas trop vite, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de quoi mettre à disposition des vaccins, donc c'est pas la peine de proposer des centres de vaccination. Quand il s'agit d'appliquer leur programme, et je pense notamment à la maire de Poitiers, Léonore Monconduit, qui voulait faire de la démocratie participative, SIC, très simplement la Commission nationale du débat public lui dit il faut que ce soit en présentiel, il faut que les gens soient vraiment là pour débattre, donc passez votre chemin. Et puis quand il s'agit aussi de parler de plan de relance, les élus locaux répondent plan d'urgence, puisqu'on est encore dans cette crise sanitaire. Donc on voit bien qu'il y a des décisions qui sont très centralisées, les élus locaux sont à leur manière un peu confinés. Et ça veut dire que les élus locaux sont à leur place, finalement, ils comprennent quelle est leur place aujourd'hui, qui est finalement une place minimale. Tout à fait. Je pense que ce n'est pas leur rôle de gérer la crise sanitaire. C'est pas là où on les attend. On les attend éventuellement. Au début, c'était sur... En relais quand même, non ? Dans quelle rue on peut porter le masque ou pas porter le masque, avant qu'il y ait un arrêté préfectoral, par exemple, ou ensuite en accompagnement, en aide aux entreprises, en soutien aux commerçants, mais pas en gestion de la crise. C'est pas eux organiser la campagne de vaccination. C'est pas aux maires, pas même aux présidents de département ou de région d'organiser ça. Ils peuvent accompagner l'État, proposer des salles, effectivement, mettre des gymnases à disposition s'il y a besoin. On n'en est pas encore là, puisqu'on n'est pas encore dans la campagne de vaccination de masse. Mais le rôle d'un maire n'est pas d'organiser une campagne de vaccination. Laïd Beritane, est-ce que vous partagez cette vision jacobine des choses, cette analyse jacobine? Justement non, parce que je considère qu'effectivement, on voit le vrai visage de la Ve République. Là, on est vraiment dans la situation extrême, même si on est dans une situation particulière. Eh bien, on est dans un État hyper centralisé. On nous a bassinés depuis des années et des années concernant la décentralisation. On a donné, au fil des années, depuis les années 82 et 86, des pouvoirs, entre guillemets, je veux dire des pouvoirs. On a demandé aux collectivités de surseoir pour les questions d'éducation, les questions de santé. Je précise quand même que les régions sont pilotes en matière de santé. Mais aujourd'hui, dans une situation particulière, extrême, certainement, on ne s'appuie pas sur les collectivités, on ne s'appuie pas sur les élus locaux. On l'a vu aux dernières municipales, pendant le premier confinement, on était content de trouver des élus locaux pour leur demander de rajouter un peu de mandat pour ceux qui ne souhaitaient pas se présenter. Ils ont dit OK, ils ont été républicains, et je trouve que ce n'est pas effectivement une situation normale dans un pays au XXIe siècle. Voilà. Si je peux rebondir juste, ce n'est pas la compétence de la région, la santé. D'ailleurs, l'État voudrait réfléchir en ce moment, transférer pourquoi pas les hôpitaux. Alors on parle des bâtiments, mais dans ce cas-là, les régions disent si vous transférez les bâtiments, le reste aussi. À l'heure actuelle, moi, c'est juste un constat que je fais. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. L'organisation de l'État et des collectivités fait que ce n'est pas le rôle de la région, ni des départements, ni des communes. Mais encore faut-il que ça marche. Si on dit effectivement que l'État fonctionne bien et que face à une crise comme celle-ci, particulière, extrême, ça fonctionne bien, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Tous les signaux, les élus, quel que soit le niveau d'importance, les élus nous disent, ils disent que le système ne fonctionne pas. Et on ne s'appuie pas justement sur les forces vives qui sont les élus. On peut s'appuyer sur les régions, mais pour l'instant, en tout cas, il faudrait faire une réforme institutionnelle si on voulait que les régions gèrent, par exemple, directement la vaccination. Ismaël Karoum, est-ce qu'en Charente, les élus locaux sont un peu en fronde par rapport justement à cette situation où ils ne servent finalement pas à grand-chose? En fond, pas forcément, ils sont plutôt dans leur rôle de soutien, de relais. Sur la campagne de vaccination, par exemple, ils ont contribué à ouvrir des salles pour qu'on puisse accélérer cette campagne de vaccination. Mais dans le même temps, force est de constater, par exemple, à Angoulême, on a ouvert le centre de l'UNES pour 150 vaccins sur une semaine. En 2 jours, c'était plié. On peut ouvrir toutes les salles, les élus peuvent demander tout ce qu'ils veulent. S'il n'y a pas de vaccin qui arrive, ils ne peuvent pas faire grand-chose. On va parler de la vaccination, bien sûr. Le centre de vaccination ouvre. Il y avait une belle concertation entre l'État, l'ARS, les élus, l'hôpital. Il referme dès la semaine prochaine, faute de vaccins. Si on reprend toute la crise depuis le printemps dernier,
Les élus ont souvent râlé, ont trouvé l'État pas assez réactif au départ, mais ça, tout le monde avait constaté la même chose sur le gel, sur les masques, sur les tests, sur à peu près tout ça. Au fur et à mesure, les choses se sont mises dans l'ordre. Les élus ont soutenu en faisant fabriquer des masques, en finançant, en trouvant du gel, en distribuant dans les écoles. Et ensuite, on a trouvé notre rythme de croisière. Je pense que ça va être à peu près la même chose, sous réserve que le vaccin arrive actuellement. Moi, je trouve que la concertation marche pas si mal. Dans ces crises, il y a des trains de retard. Confier la crise aux élus, on aurait quand même le risque d'affichage politique aussi. Arnaud Varane, je vous vois acquiescer. Oui, j'acquiesce parce que je considère que c'est, comme le dit Baptiste, pas aux élus locaux de savoir si les chaînes d'approvisionnement sont les bonnes pour amener un vaccin Pfizer BioNTech de Paris au supercongélateur du CHU de Poitiers. C'est pas leur rôle et ils n'ont pas forcément les compétences pour le faire. Sans que ce soit leur rôle ni leurs compétences, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas assez d'informations, visiblement, en tout cas entre l'administration centrale au niveau de la santé et les élus locaux, est-ce que c'est pas ça qui pose problème aujourd'hui ? Il y a des points réguliers qui sont faits effectivement avec les élus locaux et notamment avec l'association des maires de la Vienne, par exemple, dans ce département. Force est de constater qu'à un moment donné, on peut faire un point, mais s'il n'y a pas la logistique derrière pour suivre, la cavalerie d'une certaine manière, les élus locaux ne seront pas utiles à grand-chose non plus. Il faut être logique là-dessus. Vous dites, Arnaud Varane, qu'il n'y a presque plus de projets ou d'actions politiques, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir des projets politiques avec un tel manque de visibilité? Non, d'ailleurs c'est un peu catastrophique. Je discutais avec le président du département avant-hier qui me disait on a organisé Alain Pichon, effectivement, on a organisé les heures vagabondes comme si elles allaient avoir lieu, mais sans aucune garantie que ce soit le cas. Et c'est vrai que ça c'est terrifiant et je crois que c'est ce qui crée aussi la psychose parmi toute la population. C'est ce manque de projection, cette capacité à se projeter, elle est inexistante aujourd'hui. On est dans le brouillard totalement. Oui, complètement. On voit bien que le débat public ne tourne qu'autour de la gestion de la crise sanitaire, économique et sociale, enfin ses conséquences, mais que pour le reste, c'est très difficile pour les nouveaux élus, et je pense à tous les nouveaux maires, de dérouler leur programme. Et Arnaud parlait tout à l'heure de la tenue des débats publics. C'est vrai pour tous leurs projets. Beaucoup de choses sont en suspens. Et il y a aussi l'exercice de la démocratie, parce que on parle des élus locaux, mais les parlementaires sont dans la même situation. Ils sont dans des situations où le gouvernement travaille, entre guillemets, en task force, en petit groupe, avec un conseil médical, scientifique, se réunit l'Élysée, avec quelques personnes de Matignon. Le Parlement est pas forcément... il va être réuni, là, visiblement, début de semaine prochaine, pour valider ou non le confinement, mais c'est qu'un avis consultatif. Les parlementaires nous le disent bien, sénateurs et députés, ils ne sont pas dans la boucle en termes de décision, alors encore moins les élus locaux. Et Ismaël Karoum, vous avez un député, vous, qui est un de la majorité, deux, qui est médecin urgentiste, à savoir Thomas Mesnier. Est-ce que lui aussi, il est comme les autres, il est un peu dans le brouillard, ou est-ce qu'il a quand même plus d'informations? Est-ce que vous arrivez à avoir des informations de sa part? J'ai l'impression qu'il y a quand même quelques consultations de fait avec les députés. Lui, il avait l'avantage d'être en contact aussi régulier, fréquent avec Olivier Véran dans le cadre du PLFSS, le budget de la sécurité sociale. Mais en même temps, on se rend compte également que les infos changent très très vite. Des fois, il peut donner une information qui est modifiée le lendemain ou le surlendemain. Ce qui est la même chose entre Olivier Véran et Jean Castex. La députée des Deux-Sèvres, Delphine Batteau. La situation est tellement inédite. Pardon, je vous ai interrompu, continuez. Non, vas-y, c'est bon. La députée des Deux-Sèvres, Delphine Batteau, a fustigé ces derniers jours l'inégalité de traitement selon les départements en ce qui concerne la campagne de vaccination. Je vous propose de voir justement ce qu'il en est et puis on en débat juste après. Conformément à son engagement, le ministre de la Santé a dévoilé samedi dernier les informations sur la répartition des doses de vaccins sur le territoire, par région et par département. Et ces données font bondir certains élus. Les chiffres laissent apparaître des disparités entre les départements. Avec un taux d'incidence supérieur à 268, les Deux-Sèvres n'ont reçu que 2210 doses, soit une dose pour 20 personnes de plus de 75 ans. C'est le département le plus mal loti de la Nouvelle-Aquitaine. En comparaison, la Creuse a reçu une dose pour 3 personnes de plus de 75 ans, un écart considérable que personne ne peut expliquer aujourd'hui. La Charente, chez nous, est la mieux dotée avec une dose pour 6 personnes, toujours de plus de 75 ans. Dans la Vienne, le ratio est d'1 pour 13 et il monte à 1 pour 17 en Charente-Maritime. Les parlementaires de la Vienne et des Deux-Sèvres ne comprennent pas ces disparités et demandent à connaître précisément le calendrier des prochaines livraisons et le nombre de doses à venir.
De son côté, le ministère de la Santé demande à chacun de patienter. Retour sur le plateau de Dimanche en politique, spécial Club de la Presse. On voit bien que personne ne comprend trop pourquoi il y a une telle disparité. Laïd Beritan. Puisqu'on parlait de transparence, vous disiez que ce n'est pas la région qui a la compétence en matière de santé sur cette crise-là, mais pourquoi le Parlement, les parlementaires, n'ont pas l'information qui permette de dire, effectivement, nous, la France, nous avons commandé tant de doses, voici la répartition par région, et décliné par département. Quand on fait le calcul dans nos 4 départements de l'ex-Poitou-Charentes, pourquoi la Charente a plus de 5300 doses quand le département des Deux-Sèvres en a 2650. Donc la prise de position de Delphine Batho ou Guillaume Chiche ou les parlementaires et les élus, moi je la comprends totalement parce que, elle, parlementaire, ne sait pas. Et quelle raison, effectivement, permet de dire que ce département a plus de doses que d'autres, par exemple, la Charente-Maritime, 6000 doses, et ces chiffres-là sortent maintenant. Et donc c'est vrai que cette transparence-là manque dans le débat. On ne connaît pas les critères, effectivement. Arnaud Varane, c'est assez incompréhensible. Et après, je donne la parole à Ismaël Karoum, Angoulême. Après, effectivement, on peut avoir tous les débats qu'on veut sur le nombre de doses. Ce qui est sûr, et comme le disait la préfète de la Vienne encore il y a quelques jours, on gère la pénurie. Donc, de toutes les manières, on peut retourner le problème dans tous les sens. Vous dites aux personnes de plus de 75 ans, appelez ou connectez-vous sur Doctolib pour prendre rendez-vous. Ces personnes-là, elles ressortent frustrées parce qu'elles ne peuvent pas prendre rendez-vous. Vous dites aux personnes qui souffrent de pathologies assez importantes, prenez rendez-vous. Ces personnes-là, elles sont également frustrées. À partir du moment où on n'a pas le bon nombre de doses, et ce qui devrait quand même être le cas à partir de la mi-février, ça crée forcément de la frustration et effectivement des soupçons d'un manque de transparence et on a du mal à voir quelles sont les clés de répartition en fonction des départements et des taux d'incidence aussi. Ismaël Karoum. Moi, je pense aussi qu'il faut lire les tableaux en entier. Là, on parle des plus de 75 ans. Donc effectivement, si on prend les chiffres de l'ARS à la date d'hier, 4405 plus de 75 ans vaccinés en Charente. Par contre, pour les EHPAD, il n'y en a eu que 1557 en Charente. Dans les Deux-Sèvres, ils ont fait le choix de vacciner 3772 résidents d'EHPAD. Ça a déjà été fait. S'ils en ont moins pour les plus de 75 ans hors EHPAD, c'est parce qu'ils ont vacciné 2200 personnes de plus à l'intérieur des EHPAD. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a une fausse guerre des départements, c'est ça en ce moment ? Ah mais totalement. Ce week-end, les premiers chiffres donnés par Delphine Batho, c'était une confusion entre le stock, c'est-à-dire les vaccins qui restent, et qu'on peut administrer, et le nombre de doses totales. On oubliait d'ajouter les vaccinations faites avec le stock qui était là aussi pour servir à la deuxième dose. La Charente a fait le choix de conserver un stock plus important pour être sûr de faire la deuxième dose entre la 3e et la 4e semaine. En début de semaine, cette affaire-là n'était pas tranchée. Dans d'autres départements, on a vacciné plus de personnes. C'était les chiffres de l'ARS. Et de Santé publique France sont des chiffres, donc les chiffres officiels, d'organismes officiels. Il n'y avait rien de caché. Ah oui. Donc, en termes de répartition, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je veux dire, entre Charente, Charente-Maritime, Vienne et Deux-Sèvres, il y a un différentiel de 2000 à 6000 entre les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime. Baptiste Bise, sur cette guéguerre, on va dire, c'est une conséquence logique de la pénurie dont parlait Arnaud Varane. J'ai pas étudié de près les chiffres comme Ismaël, mais effectivement, l'Union européenne a commandé un certain nombre de vaccins et les a répartis proportionnellement à la population de chacun des 27. Ensuite, la France a son quota de vaccins. Elle les distribue à chaque ARS, Agence régionale de santé. Ensuite, chaque agence régionale de santé les redistribue en fonction des publics prioritaires qui doivent être vaccinés. J'ai pas le sentiment qu'il y ait eu une volonté de l'Agence régionale de santé de favoriser la Creuse ou la Charente-Maritime. Après, il faut effectivement voir de quel chiffre on parle. Si les plus de 75 ans, c'est une catégorie à part des vaccinés en EHPAD, il faut voir un chiffre global. Là, j'ai l'impression qu'on se perd dans des débats qui n'ont pas grand intérêt à ce stade de la campagne de vaccination. Le débat n'est pas transparent, même à l'échelle nationale, même à l'échelle du Parlement. Et il n'empêche que derrière, il y a des faits qui sont là. Par exemple, l'arrêt des primo-vaccinations aujourd'hui dans déjà 3 ou 4 régions de France, faute de doses suffisantes. Et ça aussi, c'est pas non plus bien vu, j'imagine, de la part de nos concitoyens. Ouais, c'est pas bien vu, mais si on disait à nos concitoyens qu'il y a des doses qui seraient normalement pour de la primo-vaccination, enfin pour des secondes vaccinations et qui sont utilisées pour de la primo-vaccination et qu'on va jusqu'à 6 semaines ou 8 semaines, comme ça peut être le cas dans d'autres pays, je suis pas sûr que ces populations vaccinées soient très rassurées par le fait d'avoir reçu une dose dont l'efficacité est peut-être à remettre en cause. Donc tout va bien ?
Non, tout va pas bien, effectivement, mais on gère la pénurie, donc autrement que de patienter, il n'y a pas grand-chose à faire. La dissolution cette semaine de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le Covid-19 par La République en marche, par le groupe La République en marche, a mis le feu aux poudres chez les députés de l'opposition qui se demandent de plus en plus, eux aussi, finalement, à quoi ils servent alors qu'ils sont députés de la nation. Laïd Beritan. C'est toujours une mission d'information. Alors officiellement, LREM dit cette mission était close. Éric Ciotti en était le rapporteur, et il dit, à partir du moment où cette mission était close, puisqu'elle a remis ses conclusions, le principe parlementaire, c'est que lorsqu'une mission parlementaire a remis son rapport... Sauf qu'elle était censée durer le temps de l'état d'urgence sanitaire. Et effectivement, alors, LREM dit, par la voix de Castaner, c'est le jeu tactique classique des oppositions qui profitent de cette mission parlementaire pour faire de la politique. Bon voilà, on est dans le jeu politique. Baptiste Bise, on a entendu sur notre antenne il y a quelques jours Jean-Michel Clément, député de la Vienne, justement fustiger cette absence de confiance, même de relations, de communication entre le gouvernement d'une part et les députés d'autre part. Vous en pensez quoi ? Il y a peut-être effectivement une rupture de confiance entre certains députés et le gouvernement. Moi, j'avoue que le débat me met assez mal à l'aise. Alors, effectivement, le rapport a été rendu en décembre. Mais quand on voit qu'en pleine gestion de la crise sanitaire, on est allé perquisitionner le domicile d'un Premier ministre, c'était Édouard Philippe, que la politique continue pendant la gestion de la crise, je peux le comprendre. Mais cette transparence absolue en temps réel, on fera le bilan après. Gérons la crise d'abord et on concentrons notre énergie à gérer la crise d'abord. Et ensuite, s'il doit y avoir un bilan tiré de la gestion de la crise dans son ensemble, on le fera l'année prochaine quand on en sera sorti. Avant de parler des élections départementales et régionales de juin prochain, il me semble intéressant de savoir quels sont les rapports de force en ce moment en Poitou-Charentes. D'un côté, il y a les dernières élections municipales ont fait apparaître des nouveaux visages. De l'autre, eh bien, certains élus, surtout les députés, ont changé de formation politique au cours de leur mandat. Laïd Beritan, il y a de quoi s'y perdre. C'est ce qu'on disait depuis 2017. Il y a eu enfin, il ne vous a pas échappé que depuis 2017, les cartes politiques ont été rebattues à l'échelle nationale. De fait, par les élections locales, il y a aussi une remise en question de certains partis politiques. Ceci dit, moi j'apporte une nuance parce que quand on fait le bilan actuellement, eh bien, la première élection locale test pour le parti majoritaire, c'est l'élection municipale. On s'aperçoit que les candidats officiellement estampilleux et LREM n'ont pas fait un bon carton, de très bons résultats. Alors pour la raison objective, c'est-à-dire confinement, situation particulière, extrême, d'accord. Au final, il n'y a pas de visage qui ressort, en tous les cas dans notre région, comme étant le grand gagnant de ces élections municipales. Ce n'est pas les conclusions qu'on va tirer. Donc le bilan pour le parti présidentiel pour les élections locales ici n'est pas très bon. Donc, et il n'est pas très bon sur le plan national. Donc, le problème aujourd'hui, c'est OK, on a de nouveaux visages, mais ils n'appartiennent pas au parti majoritaire. Ismaël Karoum, est-ce que quelqu'un comme par exemple le nouveau maire de Cognac, d'hiver droite, Morgane Berger, qui n'a que 33 ans, rappelons-le, pourrait devenir la nouvelle coqueluche de la droite charentaise, par exemple? Avec Jérôme Sourisseau au département. Morgane Berger a toujours dit que lui, il voulait être maire de Cognac, se consacrer uniquement à sa mairie. Et que ça lui convenait, qu'il n'avait pas forcément d'ambition législative, qu'il n'avait pas forcément d'ambition ne serait-ce qu'au niveau de l'agglomération du Grand Cognac. Donc il aura nécessairement une voix qui compte. Exemple sur les départementales, Jérôme Sourisseau, qui va mener la droite, ne fera pas sans l'avis de Morgane Berger. Morgane Berger choisira presque les candidats de la droite sur les cantons de sa commune. Donc il comptera. Après, en Charente, il y a avant tout Xavier Bonnefond. Bien sûr. Dans ce camp. Arnaud Varane, sur la Vienne, il y a quand même un nouveau visage qui s'appelle Léonard Monconduit. Oui, effectivement, Léonard Monconduit qui est issu de cette vague verte qui a déferlé sur beaucoup de villes françaises, Strasbourg, Tours, Bordeaux, pour ne citer qu'elles. Comment ? Et Grenoble, évidemment, mais Grenoble, c'est un maintien. Mais pour autant, c'est pas parce que des villes ont été prises par ELV que ELV existera l'année prochaine lors des présidentielles. Il faut vraiment garder cette déconnexion qu'il peut y avoir entre les aspirations locales et puis les aspirations nationales. La preuve, puisque les pronostics vont vers un nouveau duel Macron-Le Pen, et c'est quand même deux des mouvements qui sont les moins implantés sur le territoire. Et par rapport au municipal, justement, puisqu'on parlait de LREM, mais à contrario, les Verts ont été portés par ces élections municipales et on les a entendus durant cet été, l'été dernier, on les a vus présents sur le plan politique à l'échelle nationale comme à l'échelle locale. Donc ils ont marqué la vie politique. Et puis,
tout est retombé avec le contexte que l'on sait. Et là, ils ont du mal parce que, alors, ils le disent, ils ont leur tempo, c'est-à-dire qu'on ne va pas brûler les étapes. Première étape, c'est les régionales, départementales. Donc, ils font ça proprement, entre guillemets, officiellement, sans se projeter au présidentiel de 2022. Ils y pensent à tous les niveaux, mais ils veulent absolument savoir ce qu'ils valent aux prochaines élections. Alors parce que justement, merveilleuse transition, on en vient aux élections prochaines départementales et régionales qui devraient avoir lieu au mois de juin. La question du contexte sanitaire est une fois de plus primordiale quand on sait ce qui s'est passé pour les municipales. Et ça, bien sûr, tous les hommes politiques y pensent. Des candidats. Ouais, c'est certain qu'une des inconnues, c'est la participation. Et que s'il y a une forte abstention, ça peut peser sur le résultat, comme ça a été le cas au municipal. Il y a aussi le fait que les candidats qui ne sont pas très connus, alors je pense dans notre région, en dehors d'Alain Rousset, de Nicolas Florian, s'il est le candidat des Républicains qui est un peu connu à Bordeaux, de Geneviève Darrieussecq qui est un peu connu dans l'ex-Aquitaine, il n'y a guère qu'Alain Rousset qui est connu. Les autres, c'est tous des inconnus. Donc effectivement, ça va être très difficile pour tous les autres candidats de se faire connaître, de faire campagne ailleurs que sur les réseaux sociaux, je veux dire, d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer des gens. En cela, ça peut vraiment avoir un impact sur le résultat. Alors avant de parler des régionales, on va d'abord sur les départementales, sachant qu'avec la situation sociale, la part du budget hors solidarité va sûrement se réduire comme peau de chagrin. Sur quel genre de projet peut-on faire campagne et se démarquer des concurrents? Arnaud Varane. Très honnêtement, je ne pense pas que les départementales soient l'objet de propositions fastes. Je prends l'exemple de la Vienne où il y a déjà des projets d'ampleur d'engagés, notamment l'Arena Futuroscope. Il va falloir à un moment donné que le département se recentre effectivement sur ses missions essentielles. Plus de 50% de son budget est lié aux dépenses sociales et ça va croître dans les années à venir. Donc à mon sens, c'est là-dessus que ça va jouer et c'est sur la solidarité et la proximité que les élus vont faire campagne. Et puis il y a une différence entre départemental et régional, c'est les modes de scrutin. Et le mode de scrutin départemental, c'est un mode de scrutin majoritaire. Et la priorité au scrutin majoritaire, généralement, va asseoir les majorités actuelles, et donc celles qui ont été reconduites avec de nouveaux visages. Vous êtes en train de dire que, voilà, en plus, il y a eu de nouveaux visages au niveau des départements, surtout chez nous, les 4, parce que Dominique Bussereau ne se présentera pas, donc du coup, il y aura 4 nouveaux présidents par rapport, en tout cas l'an dernier. Vous dites qu'il n'y aura pas de changement, c'est ça? Cette situation sanitaire va faire en sorte qu'il va y avoir un gel des majorités départementales? Tout dépend des scénarios, parce que si on parle, puisque vous n'avez pas abordé le calendrier, c'est quand même un minimum, si on parle d'abstention avec un calendrier en juin 2021, s'il est repoussé, ce calendrier, ça veut dire quoi? Ça veut dire au-delà de la présidentielle. Donc là, pour le coup, personne ne peut faire des projections. Ismaël Karoum, en Charente. En Charente, c'est très serré. La majorité ici ne se joue qu'à un canton. Il suffit qu'un canton bascule et le département peut basculer également. En même temps, il y a plusieurs conseillers départementaux qui se retirent. Donc je pense que ça va être extrêmement serré. Sur la campagne, au-delà de savoir si elle va bien avoir lieu et comment elle va avoir lieu, je pense que chez nous, l'un des thèmes auxquels personne n'échappera, c'est la santé. Il y aura évidemment les thématiques classiques d'infrastructures, de problèmes de LGV et de routes, mais la désertification médicale est telle dans le département, commence à y avoir des projets de centres de santé portés par le département. Je pense que ce sera l'un des vrais thèmes de cette campagne ici, qui sera en plus parfaitement en lien avec la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. On va passer au régional. La déclaration très critique du Premier ministre cette semaine sur les grandes régions a fait, selon vous, Baptiste Bise, l'effet d'une bombe. Oui, c'est vrai que ça m'a interpellé parce que depuis le vote de la réforme Hollande, on va dire de 2015, aucun ministre ne s'était aventuré à critiquer cette réforme, quoi qu'ils en pensent les uns et les autres personnellement. C'est juste que chacun sait bien qu'on ne va pas rouvrir ce débat parce que sérieusement, on ne va pas faire une nouvelle réforme territoriale. Ça fait quand même 5 ans que toutes les régions de France, à l'exception de celles dont le périmètre n'a pas bougé, consacrent leur énergie à se réorganiser, à mutualiser leur politique, à mutualiser leurs services. On arrive juste à l'issue de ce cycle-là. Et raisonnablement, on ne va pas envisager un redétricotage et un redécoupage des anciennes régions. Alors voir le Premier ministre, entendre le Premier ministre en Alsace faire ce genre de déclaration, effectivement, moi, ça m'a beaucoup surpris, même choqué. Je pense que c'est une grosse gaffe. Dès le lendemain, il a été recadré par sa propre ministre, Jacqueline Gourault, qui a dit qu'il n'était effectivement pas sérieusement question de revenir sur le découpage des régions. Question qui vous intéresse énormément. Est-il possible que le président sortant, le socialiste Alain Rousset, connaisse le même sort qu'Alain Claes à Poitiers? Bref, est-ce que c'est le mandat de trop pour Alain Rousset? Ismaël Karoum. Je ne suis pas très bon en pronostic. J'ai lu dans les Échos ce matin qu'il faisait l'objet de 69% de taux de satisfaction, donc dans un sondage qui est sorti. Donc on peut se dire qu'il peut y avoir une belle prime au sortant. Comme Baptiste le disait tout à l'heure, effectivement, c'est l'un des seuls à être connu
sur les 3 ex-régions, donc il aura aussi une prime à la notoriété. Après, dans l'ère actuelle, vu les derniers scrutins qu'on a connus ces dernières années, je m'interroge quand même, est-ce que néo-septuagénaire, 5e mandat, est-ce que c'est vraiment dans l'air du temps de remettre le couvert? Est-ce que le renouvellement attendu de l'exercice politique, est-ce qu'il l'incarne vraiment? Laïd Beritan. Il faut juste peut-être aussi rappeler qu'il y a eu des sondages aux dernières municipales à Poitiers qui donnaient, avant le scrutin de mars, le maire sortant, le maire sortant gagnant. Donc là aussi, il faut juste relativiser. Baptiste Bis. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'Alain Rousset, il est un peu hors norme. On peut se dire, entre les écologistes et La République En Marche et le MoDem, l'espace politique est très restreint pour quelqu'un qui est socialiste. Or, comme c'est quand même quelqu'un qui coche beaucoup de cases, bien au-delà de sa famille politique traditionnelle, parlez aux conseillers régionaux de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, dans les couloirs, la plupart vous disent qu'ils feraient exactement la même chose que lui. La plupart, ils sont même embêtés de se présenter contre lui. Le président du groupe Les Républicains au conseil régional, Guillaume Guérin, qui est président de la métropole de Limoges, a même dit en séance publique qu'il l'aimait comme un père. C'est très compliqué. Donc, effectivement, il risque de ratisser large. On verra ça logiquement au mois de juin. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce club de la presse. N'hésitez pas, bien sûr, à vous rendre sur notre site internet la semaine prochaine. Je laisserai les clés à Laïd Beritan et vous parlerez des nouveaux maires, Laïd. Exact, tout à fait. Nous aurons 3 nouveaux maires, justement. Le maire de Saint-Mexin, Stéphane Baudry, le nouveau maire de Civaux, Marie-Graine Desroses, et puis maire de Cognac, puisqu'on parlait de Morgane Berger. Ils ont tous entre 30, une petite trentaine pour les 2 maires. La nouvelle génération. Merci beaucoup pour leur place au journal de la mi-journée. Passez à toutes et à tous un excellent dimanche.